Bonjour, bienvenue à tous. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle conférence. Je suis ravie de vous retrouver. Pour ceux qui se connectent pour la première fois, je suis Virginie Mérieux-Drevet. Je travaille chez Roche déjà depuis quelques temps et je suis en charge de développer des projets à destination des patients. Donc chez Roche, vous le savez peut-être, mais notre volonté, c'est vraiment de vous accompagner dans la compréhension et la prise en charge de votre diabète. Donc c'est pour ça qu'on commercialise du matériel d'autosurveillance, mais également qu'on développe tout un tas de services. Donc ça peut être des sites web, des applications mobiles. On a également des programmes d'accompagnement. On organise des conférences comme aujourd'hui et puis on va très souvent à votre rencontre sur les salons. Alors, si on se retrouve ce soir, c'est justement pour une conférence, une nouvelle conférence. On a l'habitude d'en organiser maintenant sur un sujet qu'on a déjà un petit peu abordé au mois de juin dernier autour des complications du diabète. Si d'ailleurs vous ne l'avez pas vue, sachez qu'elle est disponible sur notre chaîne YouTube en replay. Et ce soir, si on se retrouve, c'est pour aller un petit peu plus loin dans les complications et notamment les complications cardiovasculaires et on va parler plus précisément de l'insuffisance cardiaque. Pour m'accompagner ce soir, j'ai deux spécialistes du sujet. Bonjour Mathilde, bonjour Jocelyne. Je vous laisse vous présenter. Oui, bien sûr. Donc moi je suis Jocelyne Candel, infirmière en pratique avancée. Je travaille sur le centre hospitalier de Toulon et je suis plutôt spécialisée dans la cardiologie et l'insuffisance cardiaque. Et pour ma part, je suis Mathilde Kenyek, je suis infirmière de protocole de coopération. Moi, du coup, je m'occupe exclusivement des patients insuffisants cardiaques. On a une filière qui est dédiée à l'insuffisance cardiaque sur l'hôpital de Toulon. Voilà, on travaille toutes les deux ensemble. Bon, je suis ravie en tout cas de vous accueillir ce soir pour cette conférence. Avant de commencer, donc, vous allez pouvoir poser toutes vos questions tout au long de la conférence grâce au petit onglet que vous voyez en bas à droite de votre écran. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Alors, bien sûr, on va répondre aux questions qui sont en lien avec la thématique de ce soir, qui est maladie cardiovasculaire, insuffisance cardiaque. On ne pourra pas répondre à des questions trop personnelles puisque nos intervenants ne vous connaissent pas, mais en tout cas, c'est vraiment globalement des questions sur cette thématique. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, on souhaitait déjà vous poser une petite question. De votre côté, avez-vous eu l'occasion d'aller voir votre cardiologue ces 12 derniers mois? Donc, vous voyez, vous avez un petit onglet en bas à droite, un petit onglet sondage, et vous allez pouvoir répondre au sondage par oui ou par non. Alors, pour l'instant, au niveau des réponses, on est plutôt sur du oui. On a 70% de oui, 29%, ça monte, ça s'équilibre, 69% de oui, 30% de non. On va stopper le sondage. Donc, on a 19 oui et 9 non. D'accord, c'est plutôt un beau résultat. On ne s'attendait pas autant. On est plutôt agréablement surprise. Du coup, vous avez un bon suivi, c'est pas mal. Et puis, on verra peut-être tout au long de la conférence et de la présentation pourquoi il peut être important, en tout cas, de consulter un cardiologue. Oui, tout à fait. Les complications du diabète, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Alors, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Ravi que vous participiez à ces conférences. Pour nous, c'est quand même une première. Donc voilà, on est ravis de participer, de partager un petit peu notre expérience et un petit peu de notre savoir avec vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour ces fameuses complications du diabète qui, malheureusement, voilà, il faut qu'on en parle, il faut qu'on soit sensibilisé. En fait, on pourrait dire que les vaisseaux sanguins et les nerfs sont particulièrement agressés par l'excès de sucre dans le sang. Et ça fragilise ces vaisseaux
et il peut y avoir l'apparition de complications. Dans ces complications, on distingue deux gros groupes. Les complications, ce qu'on appelle des petits vaisseaux. Dans notre jargon, c'est microvasculaire. Et les petits vaisseaux, en fait, si on fait des hyperglycémies fréquentes, ça augmente le risque de faire ces complications-là, et ça concerne essentiellement les yeux. Peut-être que vous avez entendu ces mots déjà, rétinopathie. Ce qui concerne le rein, si l'appareil rénal a une mauvaise élimination, on appelle ça la néphropathie du diabétique. Et pour les nerfs, vous savez qu'au niveau des membres inférieurs, et souvent il y a une perte de sensibilité aussi au niveau de ces petites fibres nerveuses, et ce qu'on appelle la neuropathie diabétique, qui peut être très invalidante au quotidien. Ça, c'est les petits vaisseaux. Ce qu'on appelle les gros vaisseaux, c'est les gros vaisseaux, par exemple l'artère ou l'aorte, la grosse artère qui va irriguer le cœur, en fait, ou toutes les autres artères périphériques qui irriguent votre cœur. Si elles se bouchent, ou qu'il y a l'accumulation de ce qu'on appelle de graisse, de lipides, en fait, c'est des petits dépôts qui peuvent se mettre tout le long des artères et qui peuvent les rétrécir le flux de sang. Et la conséquence, c'est que on peut avoir un infarctus du myocarde, on peut malheureusement faire un AVC, un accident vasculaire cérébral, qui soit transitoire ou pas. Voilà, c'est des complications importantes, et on va vous développer tout au long, voilà, comment prévenir toutes ces complications. Ouais, c'est quelque chose. Donc les facteurs de risque cardiovasculaires, qui sont aussi des facteurs souvent liés également pour le diabète. Donc il y a deux sortes de facteurs. Il y a les facteurs qui sont non modifiables. Malheureusement, vous aurez beau faire tous les efforts que vous pouvez, ceux-là vous ne pourrez pas les changer. C'est notamment l'âge, on a l'âge qu'on a. La prédisposition génétique, s'il y a des antécédents dans la famille, ça c'est pareil, vous n'avez pas d'action dessus. La race et l'ethnicité, on sait que ça peut aussi modifier les gènes et du coup avoir des facteurs plus prédisposants. S'il y a aussi un historique de diabète gestationnel. Et les facteurs qui sont modifiables, sur lesquels vous pouvez interagir. Donc là, il y a l'inactivité physique, la sédentarité, comme on appelle, l'obésité, donc qui est définie par un indice de masse corporelle, l'IMC, qui est supérieur ou égal à 30. Donc on le calcule, vous savez, avec le poids qui est divisé par la taille au carré. C'est en fonction de la taille, on ne fait pas tout. L'hypertension artérielle, qui est définie aussi par une tension qui est supérieure à 130, mais on vous détaillera ça un petit peu après. Et le tabagisme et la consommation d'alcool. Et le dernier facteur modifiable, c'est la dyslipidémie, donc les problèmes au niveau du cholestérol, que vous devez connaître. Ce qui est bon à savoir, c'est que les hyperglycémies fréquentes, comme on vous a expliqué, plus il y a s'il y a du sucre élevé dans le sang régulièrement, ça augmente énormément le risque de complications. Donc c'est un facteur de risque qui est très important. Donc on va vous faire un petit sondage encore pour connaître un petit peu, alors c'est complètement anonyme, nous on voit pas qui répond, vous inquiétez pas. Dire si vous avez un ou plusieurs de ces facteurs modifiables. Donc voilà, on vous laisse répondre. Donc si vous vous rappelez un petit peu, vous pouvez répondre. Je vais juste refaire un petit peu le point sur les différents facteurs modifiables. Du coup, je vérifie juste sur le sondage. Et voilà, donc il y a la sédentarité, le fait de ne pas faire d'activité physique, l'hypertension artérielle, le surpoids, obésité, la dyslipidémie, le cholestérol. Du coup, si vous avez, voilà. Alors là, dans les réponses, donc ils peuvent répondre par oui ou par non, effectivement. Et pour l'instant, on a 100% des personnes qui nous disent que oui, elles ont l'un de ces facteurs modifiables. Donc, on va dire que c'est plutôt bon signe de pouvoir justement jouer sur ces facteurs-là pour limiter les risques. Donc, effectivement, plus vous avez de facteurs de risque, plus ça cumule et plus c'est à risque. Donc, faut pas. Mais effectivement, il y a de quoi faire et du coup, on orientera après un petit peu sur la prévention et trouver un petit peu des solutions pour essayer d'agir sur ces facteurs de risque modifiables.
Un autre petit sondage. Là, on voudrait vous poser la question, est-ce que vous avez déjà eu une complication cardiovasculaire? Donc, de la même façon, on vous laisse répondre par oui ou par non. On voit qu'on a pas mal de personnes qui ne sont pas concernées pour l'instant. On a 71% de non, 30% de oui à peu près. Un petit peu comme dans la première question, finalement, ça fait le lien avec les personnes qui ont vu un cardiologue dans la dernière année. Là, ça bouge un petit peu. On a 61% de non et 39% de oui. D'accord. Justement, qu'est-ce que l'insuffisance cardiaque? C'est peut-être pas très clair pour les personnes qui nous suivent. Tout à fait. Ouais. L'idée, c'était détailler après. Ouais. On voulait faire le petit tableau en fait des chiffres et puis dire que c'est vraiment une maladie chronique et ça atteint essentiellement dans le cœur, il y a 4 cavités. Peut-être que vous le savez pas, peu importe. En fait, le cœur, c'est un muscle et il fonctionne comme les autres muscles. Il a besoin d'oxygène et de nutriments pour bien fonctionner. Et cette pompe cardiaque, dans ces 4 parties, il y a 2 oreillettes et ce qu'on appelle 2 ventricules. Et l'insuffisance cardiaque atteint beaucoup ce qu'on appelle le ventricule, une partie du cœur qui pompe moins bien, le ventricule gauche. Et en fait, votre cœur, normalement, il pompe, ça fait ça, comme ça. Votre cœur, il fait comme ça, il fonctionne tous les jours comme ça. Et puis là, si ce ventricule, il est abîmé, il fonctionne moins bien, il va distribuer moins de sang à tous les autres organes du corps et du coup peut vous pouvez développer malheureusement une complication sur les reins, sur les autres artères du corps. Je te laisse un peu la parole pour les Donc voilà, explications. Ouais. Après, du coup, voilà, donc effectivement, c'est ce cœur en fait qui fonctionne moins bien, qui pompe moins bien, qui renvoie moins bien aussi le sang dans tout l'organisme. Ça complique un petit peu tous les échanges. Voilà, donc c'est pas. Et l'insuffisance cardiaque, ça reste une complication souvent aussi de différentes maladies cardiovasculaires en fait. Donc là, il y a la cardiopathie ischémique. Alors là, c'est quand les vaisseaux, du coup, enfin les artères qui vont au cœur se bouchent en fait. Là, vous savez, pour les déboucher, on met des stents par exemple. Ça, c'est quelque chose, je sais, qui parle pas mal à la population. Voilà, on met des stents et du coup, ça permet de déboucher ces artères parce qu'on a besoin que le sang il circule correctement. Il y a aussi l'hypertension artérielle, une hypertension artérielle qui est non traitée ou qui est mal équilibrée, ça peut aussi conduire à une insuffisance cardiaque. Les cardiomyopathies, alors tout ce qui est myo, en fait, ça veut dire le muscle. Donc là, c'est vraiment ce qui est l'interne du muscle cardiaque en lui-même. Les cardiopathies valvulaires, alors ça, c'est les valves, vous savez, c'est les petits clapets qui sont dans le cœur et qui relient les cavités entre elles, en fait, en gros, pour expliquer. Là, il peut y avoir aussi, des valves qui fonctionnent moins bien, où il y a des fuites, en fait, où le sang va pas dans le bon sens, où ça, voilà. Un peu comme dans la plomberie, ça fuit un peu et ça fonctionne forcément moins bien du coup. Et des troubles du rythme cardiaque, en fait, le rythme, alors vous savez, sur l'électrocardiogramme, le petit dessin qu'on voit partout, où ça monte un peu, où ça descend, voilà, et où c'est plat quand il n'y a plus de rythme cardiaque. Ce rythme cardiaque, il est censé du coup avoir un rythme régulier. Et du coup, il peut y avoir des troubles de ce rythme, en fait, où le rythme, est pas régulier, il fonctionne pas bien. Et du coup, forcément, si ce rythme est pas normal, ce rythme électrique est pas normal, et ça peut aussi créer de l'insuffisance cardiaque. Et c'est une maladie, en fait, qui évolue un peu en dents de scie, en fait. Il y a des phases aiguës, des décompensations cardiaques, en fait, qui mènent à une hospitalisation, la plupart du temps. Du coup, on fait une petite décompensation cardiaque et puis ça se stabilise un peu et puis on fait une petite décompensation cardiaque, ça se stabilise. Quand on arrive souvent sur l'insuffisance cardiaque sévère, là, on a beaucoup de décompensation cardiaque, ça devient assez régulier, on en a plusieurs dans l'année. Et ça fonctionne un peu comme le diabète, quand c'est trop déséquilibré, ça nécessite une hospitalisation. Là, c'est un petit peu la même chose au niveau de l'insuffisance cardiaque. Ouais.
Et du coup, effectivement, par rapport à ces décompensations cardiaques qui amènent du coup à une hospitalisation, on a des facteurs déclenchants. Donc ça, c'est vraiment si on est déjà insuffisant cardiaque voilà. Et on recherche en fait pendant ces hospitalisations, qu'est-ce qui a pu déclencher en fait, voilà. Qu'est-ce qui a pu déclencher cette insuffisance cardiaque? Du coup, cette insuffisance cardiaque, ces phases aiguës, on peut retrouver malheureusement si on fait une infection virale ou bactérienne, et ça peut entraîner que le cœur décompense parce qu'il est déjà fragilisé en fait. Donc du coup, ça amène un événement supplémentaire qui fait que on peut faire une petite décompensation cardiaque. Dans l'insuffisance cardiaque, comme dans les autres maladies chroniques, il y a un traitement médical à prendre régulièrement. Si on prend plus son traitement, pareil, on a plus de risques de décompenser son cœur. Et puis, dans l'alimentation, il y a des choses essentielles dans l'insuffisance cardiaque qui sont les apports en sel. Parce que le sel, en fait, retient l'eau. Et on va développer plus loin à quel signe ça amène vraiment sur votre corps. Et du coup, si vous consommez beaucoup d'aliments salés, ça peut conduire aussi à décompenser votre cœur. Il y a aussi quelque chose d'essentiel à surveiller, c'est le fer circulant dans tout le corps. Si on n'a pas suffisamment de ce qu'on appelle de ferritine, le cœur il est déjà fatigué, amoindri, et du coup si en plus vous êtes carencé, vous n'avez plus assez de fer, ça va faire qu'aggraver l'insuffisance cardiaque. Et la fréquence cardiaque, comme vous disait Mathilde, il faut qu'elle soit contrôlée en fait. Et on peut faire des fréquences cardiaques à rythme élevé, les tachycardies, les palpitations, ça c'est la tachycardie. Les pointes dans le cœur, des fois, les patients nous décrivent ça comme ça. Et inversement aussi, quand le rythme est plus lent et carrément il est irrégulier. C'est-à-dire que des fois, quand on prend son pouls, on le sent bien, puis hop, il y a une longue pause, hop, ça reprend. Et puis ça reprend un peu plus fort, puis un peu moins fort. Donc ça veut dire qu'il n'est pas régulier son rythme. C'est pour ça que c'est pareil, ça peut amener à faire un épisode de décompensation. Voilà, des choses à rajouter. Et puis on va parler de ce qu'il faut. Les signes à repérer, voilà, qui peuvent vous faire penser à une insuffisance cardiaque. Alors les signes EPOF, je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui ont vu la campagne en ce moment sur les signes EPOF avec un mime qui essaye du coup qui mime un petit peu les situations du coup d'essoufflement, etc. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est important et l'assurance maladie est très porteuse aussi de tout ça pour que ça puisse être repéré par tout le monde en fait, parce que vous pouvez, vous en tant que patient, repérer ces signes assez facilement. Faut-il encore être informé et les connaître. Alors ça s'appelle EPOF du coup, le E pour essoufflement. Alors on parle d'un essoufflement qui est majoré en fait, qui est différent de d'habitude. On a tous un effort étalon différent. Par exemple, pour ma part, je suis essoufflée si je fais un sprint ou si je monte 3 étages très rapidement, je serai forcément essoufflée. Mais après, chacun a son effort un peu. Il y en a d'autres qui vont être essoufflés juste en montant un seul étage parce que c'est difficile pour eux. Ce qu'il faut surtout s'alerter, c'est est-ce que cet essoufflement est majoré par rapport à d'habitude? Est-ce que c'est différent? Est-ce que pour aller chercher le pain, voilà, d'habitude, je suis pas essoufflée et là, bizarrement, en ce moment, je suis essoufflée. En fait, c'est vrai, il faut vraiment avoir un effort qui vous paraît aujourd'hui faisable et qui, bizarrement, d'un coup, ne le serait plus. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut relever. Après, on a le C, donc on a le P, ça c'était le E du coup des POF, on a le P qui est du coup le P pour le poids. Donc ça, alors les signes, c'est vraiment une prise de poids qui est rapide. Nous, rapide, c'est 2 kilos ou plus sur 48 heures, donc sur 2 jours. C'est une prise de poids qui est quand même importante. C'est pas 500 grammes parce qu'hier, on s'est fait un peu plaisir, on a mangé en famille, ou on a mangé un peu plus parce qu'on avait envie tout simplement. C'est vraiment une prise de poids qui est très rapide. Ce qui est important pour contrôler son poids, c'est de se peser toujours dans les mêmes conditions. Nous, on recommande le plus facile, c'est le matin,
un petit coup aux toilettes et puis après en pyjama, hein, toujours le même, se peser sur sa balance. Il y aura forcément un poids qui sera très différent si on se pèse le matin à 8 heures avant le petit déjeuner ou si on se pèse à 10 heures une fois qu'on a pris son petit déjeuner. Donc c'est important que ça soit dans les mêmes conditions et puis forcément sur la même balance parce qu'on sait tous hein, quand on se pèse chez la famille, chez les amis, tout ça, on fait jamais le même poids en fonction de la balance. Donc c'est important que ce soit sur la même balance. Et du coup le O de œdème, donc c'est vraiment en lien avec ce qu'on vient de dire pour la prise de poids, parce que là on parle de prise de poids vraiment d'eau, hein, d'excès d'eau dans le corps. C'est vraiment ça, la décompensation cardiaque, l'insuffisance cardiaque, elle peut être stabilisée, comme on a parlé. Et si elle est décompensée, on peut avoir ces signes-là. C'est-à-dire qu'on a des œdèmes. L'apparition des œdèmes, on peut les avoir sur les pieds, sur les chevilles, et on peut les avoir aussi au niveau de la ceinture abdominale. En fait, pour les repérer, ce sont des œdèmes qui sont bilatéraux, c'est-à-dire vous les avez sur les deux jambes. C'est pas une seule jambe qui enfle, ou on peut aussi penser à une phlébite parce que ça peut être associé à une rougeur, une inflammation. Non, là, ce sont des œdèmes qui sont plutôt les jambes sont plutôt blanches. Et surtout quand on appuie, ça prend ce qu'on appelle le signe du godet, comme vous voyez sur le petit dessin, hein, si vous mettez votre index, et ben sur votre peau, là actuellement, voilà, il y a pas d'œdème. Mais si ça prend vraiment ce petit signe du godet, de côté, ça perdure, ça peut être un signe d'insuffisance cardiaque. Ça fait vraiment comme la pâte à modeler. Quand vous appuyez dessus, la trace, elle reste comme la pâte à modeler. Et le F de fatigue. La fatigue, c'est un petit peu comme on va dire l'essoufflement. C'est une fatigue, c'est très difficile à repérer ce signe, la fatigue, parce que la fatigue, on peut l'associer à plein d'autres pathologie, plein d'autres causes, en fait, même pas une maladie. On est fatigué parce que voilà, on change de saison. Au mois de saison, novembre, on est fatigué. On dort moins bien, le moral est moins bon. Il y a plein de choses qui sont reliées à la fatigue. Et là, pareil, c'est un peu comme l'essoufflement, c'est par rapport à votre état antérieur. Hein, si vous êtes fatigué parce que vous avez vous savez pourquoi déjà malheureusement vous êtes fatigué, ben, si ça se majore, ça peut être un signe d'insuffisance cardiaque aussi. Et dans votre quotidien, la fatigue, on peut l'estimer aussi dans vos activités du quotidien, faire vos courses, faire votre ménage, faire vos activités. Et là, si ben, vous êtes en difficulté pour faire ces activités-là dans le quotidien, ça doit vous alerter et vous pouvez en parler à votre médecin. Le but, c'est vraiment ça, d'essayer de déceler le plus tôt possible un signe qui orienterait vers un problème cardiaque, notamment l'insuffisance cardiaque spécifiquement. Alors maintenant, on va vous parler du coup de la prévention et de réussir à lutter contre ces facteurs de risque qui sont modifiables. Donc on va commencer d'abord par l'alimentation. Hein. Alors ça, c'est valable également pour tout le monde. Une alimentation équilibrée, c'est très important. L'idée, c'est de diminuer les acides gras saturés. Alors, les acides gras saturés, c'est les acides gras qui sont souvent d'origine animale. Donc, on peut les retrouver dans le lait, dans le fromage, dans le beurre, mais également dans la viande, voilà, la charcuterie, etc. Ça, c'est des acides gras qui sont pas très recommandés et qui sont souvent, voilà, au niveau des dépôts de graisse, du coup, dans les artères qui sont pas, voilà, qui sont en lien avec ça. C'est recommandé également d'augmenter les fibres et les micronutriments. Donc les fibres, c'est présent dans les fruits, dans les légumes. Pareil, vous avez dû voir aussi la campagne, manger 5 fruits et légumes par jour. Donc c'est très important que voilà, que ça soit fait, qu'il y ait autant de légumes que de fruits. Hein. C'est un petit peu. Voilà. Bon, forcément, vous pouvez faire attention aux fruits en tant que diabétique. Hein, je pense pour la plupart, bien que ça soit bien à la fin des repas, etc. Mais voilà, c'est important d'avoir cet apport en fibres. Faire attention aux apports caloriques. Hein. En fonction des personnes, on a tous un besoin particulier en nombre de calories par jour, mais c'est important que ça dépasse pas trop parce que forcément, si vous apportez trop de calories à votre corps, et ben il va les stocker, hein, et du coup, ça va être en lien avec le surpoids, l'obésité, hein, qui est également un facteur de risque. Il faut diminuer les apports en sel. Alors ça, c'est valable pour toute la population. Hein. En France, on est plutôt vers 10 à 12 grammes de sel par jour par personne, par habitant. Ce qui est beaucoup trop en fait. Il y a du sel caché dans énormément d'aliments. Tout ce qui est plat préparé du commerce,
tout ce qui est pizza, charcuterie, le fromage. Il y en a vraiment dans beaucoup d'aliments déjà. Donc, faut essayer de se limiter. Et du coup, voilà, ce qu'on appelle le sel caché. Donc, c'est bien d'éliminer la salière de la table aussi, de pas ressaler sans goûter. Voilà, essayer de s'habituer. Et on s'habitue très rapidement à manger moins salé. Ça, c'est important du coup d'essayer de faire l'effort. Vous verrez, hein, ça prend, je crois que c'est à peu près 2 semaines. Au bout de 2 semaines, on est habitué à manger moins salé et on ressent plus le goût des aliments en fait qu'avant. Alors bien sûr limiter les apports en sucre, mais bon ça je pense que vous êtes assez sensibilisés là-dessus, hein. Et les apports hydriques aussi, comme on vous a expliqué, ça peut être lié du coup à ces œdèmes, hein, qu'on peut retrouver, donc à cette accumulation qui peut empêcher du coup et qui peut notamment déclencher des œdèmes et l'aiguille du poumon, du coup ça gêne la respiration parce que vos poumons aussi se remplissent d'eau. Donc on n'est pas non plus restrictif, hein, c'est important, et puis c'est important de boire aussi, hein, l'eau est essentielle, hein, notre corps en est constitué énormément, donc c'est important d'en avoir chaque jour. On est globalement sur 1,5 litre par jour par personne, toutes boissons confondues, donc le lait, le café, le thé, le bidon, tout ce que vous pouvez apporter, sauf bien sûr en période de forte canicule, hein, où là bien sûr il faut augmenter ses apports. Donc, on fait un petit point aussi sur la consommation de tabac et d'alcool, hein, parce que il faut essayer de diminuer. Ça, c'est pareil, hein, c'est valable pour toute la population. Hein. On est à la campagne du tabac le mois de novembre, on est en plein dedans, on finit ce mois de novembre. Et idéalement, il faut arrêter sa consommation de tabac et d'alcool, parce qu'on sait que c'est délétère pour les artères, ça encrasse les artères. Et donc, comme on a vu, après, c'est les dépôts de cholestérol qui se mettent, et puis on arrive à les artères qui se bouchent, et des complications du coup cardiovasculaires importantes. Donc, c'est important. Et pour le muscle cardiaque, l'alcool aussi peut vraiment, agit très mal sur le muscle cardiaque en lui-même, en fait, sur la pompe. Hein, comme on vous a dit, l'insuffisance cardiaque, donc ça agit vraiment sur le muscle cardiaque pour le coup là. Et du coup, voilà, on voulait juste vous rappeler que il existe des solutions et qu'il faut pas hésiter à en parler déjà avec votre médecin traitant, de parler de vos difficultés, qu'est-ce qu'il peut vous conseiller, lui peut-être qu'il travaille avec des médecines en parallèle, acupuncture, hypnose, il y a plein de moyens de se faire aider sur le plan psychologique aussi si on a besoin. Dans les centres hospitaliers, il y a les infirmières en tabacologie quasiment dans tous les centres hospitaliers qui font des consultations en externe, hein, donc on peut prendre rendez-vous. En tout cas, chez nous, ça fonctionne comme ça. Si vous êtes suivi par un pneumologue, bien évidemment que lui, il est au cœur du sujet. Et puis, les associations, les numéros d'entraide aussi qui sont mis en place par le gouvernement, n'hésitez pas à appeler pour qu'on puisse vous conseiller le plus possible, vous orienter, vous aider. Et puis, la dernière chose qu'on voulait appuyer aussi, c'est la vaccination. En fait, voilà, ce sont des recommandations. Hein, après, chaque personne a son avis sur la vaccination et je pense que c'est très bien comme ça. Hein. Voilà, on recommande d'avoir un schéma vaccinal à jour et notamment, on recommande quand on a une pathologie, quand on a déjà une pathologie chronique, une maladie chronique identifiée, d'avoir et contre le souvent on recommande dans l'insuffisance cardiaque ce pneumocoque. Le pneumocoque, ça va protéger, ça se fait en une seule injection et ça protège de faire des pneumopathies sévères et des maladies graves à infection bactérienne par le pneumocoque. Ensuite, du coup, il y a également l'activité physique. Hein, on a dit que la sédentarité du coup est un facteur de risque. C'est important aussi de bouger. Alors on n'a pas une activité sportive parce que c'est pas adaptable à tout le monde, mais au moins une activité physique. Donc il faut bouger au minimum 30 minutes par jour. Alors en fonction de vos capacités, hein, ça peut être plusieurs sports différents. Ça peut être de l'APA. Donc l'APA c'est activité physique adaptée.
Ça, c'est vraiment quand on a déjà une pathologie chronique, du coup, de pouvoir accéder à ces groupes où il y a des éducateurs sportifs qui ont été formés spécialement par rapport aux différentes maladies pour proposer des activités physiques qui seront adaptées à vos capacités, à vos besoins. Ça, vous pouvez avoir une ordonnance par votre médecin traitant, c'est tout à fait possible, ainsi que pour le kinésithérapeute si vous avez des difficultés à la marche aussi, hein, ça peut vous permettre d'aller, voilà, des fois se promener un petit peu dans le quartier, vous faire marcher dans votre jardin quand c'est pas possible aussi. Donc les kinés sont très à même de s'occuper de tout ça. Il y a également des associations, nous on a Club Cœur et Santé, mais il y a beaucoup d'associations qui se mettent en place par rapport à toutes les maladies chroniques aussi. Il y a des maisons de santé, il y a plein de choses en fait qui sont mises en place pour permettre cette activité et qui sont à moindre coût, parce qu'on sait aussi que ça peut, des fois ça peut coûter cher de vouloir faire un sport. Donc là c'est à moindre coût aussi. Hein, il y a tout ce qui est club de sport. Hein, vous pouvez inscrire dans tous les sports possibles. Hein, ça peut être une salle de sport, mais ça peut être des sports collectifs. Ça peut être de la gym douce. Ça peut être il y a plein de choses. Il y a beaucoup de mairies aussi, hein, d'associations de villes qui proposent aussi des cours comme ça qui sont très très sympathiques. Et on sait que la plus grande motivation, mais ça on est tous pareils, hein, on est toujours plus motivés quand on y va avec des amis, avec la famille, avec tout ça. Mais ça peut aussi être un bon lieu de sociabilisation et de rencontrer aussi des gens. Et voilà, donc c'est vraiment important. Voilà, il faut vraiment bouger, il faut essayer de se forcer. Et même si c'est souvent compliqué de commencer, on est toujours tellement content quand on a terminé son activité physique, son activité sportive, que vraiment ça vaut la peine. J'en profite d'ailleurs pour rajouter, comme je vous avais dit, on propose des programmes d'accompagnement également et on a sorti un programme il y a quelques semaines autour de l'activité physique. L'idée, c'est vraiment de vous aider à vous lancer dans une activité physique. Donc, c'est un programme d'accompagnement qui a été créé avec une maison Sport Santé. Pour s'inscrire, tout simplement, vous allez sur notre site Bien Vivre Mon Diabète et vous cherchez programme activité physique. Et là, vous allez recevoir pendant 5 semaines des newsletters avec des conseils, des vidéos pour vous aider sur des petites activités assez simples à réaliser. On va juste reprendre un petit peu donc dans la prévention. On en a parlé de la complication, mais la prévention c'est le plus important finalement. C'est donc contrôler sa tension artérielle. Donc il faut savoir bien la prendre aussi. C'est comme un peu le poids, il faut que ce soit de manière reproductive. Là, il faut que la tension vous la preniez quand vous êtes au repos. C'est-à-dire après 10 minutes de repos, si vous avez un tensiomètre à la maison, vous pouvez le mettre. Idéalement, c'est mieux le brassard, mais si vous utilisez celui du poignet et qui est bien mis, avec donc après 10 minutes de repos, le poignet posé sur une table à peu près à hauteur du cœur, vous allez avoir vos chiffres de tension. Et ce qui est recommandé, c'est une tension inférieure. Alors, c'est 130 mm de mercure. En fait, c'est le chiffre 13. Donc vous avez, les appareils mettent les 3 chiffres. Et souvent, dans la vie de tous les jours, on fait 12,8, 12,7, 13,8. Voilà. Donc, il ne faut pas que ce soit supérieur. Les recommandations nous disent au-dessus de 13 pour le premier chiffre qui va s'afficher sur votre appareil. Et du coup, tout ça, c'est pour vous dire aussi que c'est bien de faire un petit recueil si vous avez déjà un facteur de risque modifiable, du coup, de prendre votre tension 3 jours avant d'aller chez votre médecin traitant, de la prendre tous les jours, votre médecin traitant, votre spécialiste, et qui a un reflet en fait de cette tension chez vous, avec votre mode de vie, parce que la tension qui est prise dans le cabinet de consultation, finalement, elle n'est pas représentative et on le sait bien. Voilà, on est obligé quand même aussi de vous rappeler, de parler de la nécessité de prendre ces traitements au quotidien, parce que dans l'insuffisance cardiaque, dans la maladie chronique, il y a des traitements, des médicaments à prendre par voie orale. Pour certains, peut-être déjà, ils ont des comptes, donc c'est encore plus contraignant. Mais en tout cas, ces médicaments-là, quand on vous les a prescrits, il faut essayer de les prendre de manière le plus régulière possible, sans oubli. Vous pouvez être accompagné d'une infirmière, même libérale. Votre médecin traitant peut vous prescrire une infirmière libérale pour passer et donc prendre, par exemple, des constantes, la tension, et puis préparer ce qu'on appelle le fameux pilulier,
ou vous-même en autonomie. C'est très bien. En pharmacie, on vend des piluliers et du coup, ça vous permet de ne pas oublier cette prise de médicaments et d'être plus rigoureux. Et bien sûr, dans la pathologie du diabète, on parle du contrôle glycémique. Selon en fait chaque cas, chaque cas est particulier et chacun a on va dire son schéma, son parcours de soins, et peut-être que certains doivent prendre leur glycémie plusieurs fois par jour, et puis peut-être que d'autres sont déjà bien contrôlés ou ont juste un seul médicament et que votre prise c'est une fois par semaine ou c'est complètement en fait déjà contrôlé. Mais voilà, c'est important d'avoir ce regard et ce contrôle qui soit le plus juste possible et le plus souvent adapté à votre pathologie. Ça, c'était pour vous parler de notre traitement un peu phare qui est sorti ces toutes dernières années, ces 2 dernières années, et qui est vraiment une molécule phare sur le marché, on va dire, de pharmaceutique. C'est parce que ce médicament-là, il agit à plusieurs niveaux. Et donc, on voulait vous en parler parce que peut-être votre médecin vous l'a déjà prescrit. Alors, l'endocrinologue peut le prescrire, le cardiologue peut le prescrire, le médecin traitant peut le prescrire. Enfin, tous les médecins peuvent le prescrire. Il agit sur, en fait, votre hémoglobine glyquée, votre taux de sucre dans le sang qui est représentatif sur les 3 mois. Cette molécule peut faire baisser ce taux-là. Quand on l'introduit, ça engendre aussi une petite perte de poids, même si c'est pas son objectif. Voilà, son objectif principal, je cherche le mot, merci. Et surtout, la part très importante, c'est un médicament qu'on utilise en prévention cardiovasculaire parce qu'il est cardioprotecteur et cardioprotecteur rénal. Donc, ça protège les reins, ça protège le cœur. Et si on est déjà insuffisant cardiaque, c'est vraiment un médicament qu'on prescrit. Voilà, faut savoir du coup, c'est juste la molécule, c'est pas, on n'a pas d'action dans les laboratoires qui s'en occupent, c'est juste la molécule en elle-même. Le temps passe vite, on s'active un peu. On est passionné par notre sujet. Du coup, il y a autre chose. Donc, il y avait la campagne EPOF, du coup, avec les signes, donc essoufflement, prise de poids, œdème, fatigue. Et il y a également, du coup, une autre qui va sortir qui s'appelle EPON. Donc là, le E, c'est pour exercice. Donc, on vous l'a déjà dit. On a dit, c'est vraiment une règle de vie à avoir, un peu pour tout le monde, mais plus axée quand même pour les patients insuffisants cardiaques. Mais voilà, faire de l'exercice. Le P, comme prendre son poids. Faut se peser régulièrement. Du coup, voilà, pour prévenir notamment les décompensations cardiaques. Mais c'est vrai que c'est quelque chose d'important, même par rapport au surpoids, l'obésité, etc. C'est important de prendre vos médicaments, ça c'est vraiment essentiel. Et d'aller aux différents rendez-vous médicaux qui sont prévus, reprendre rendez-vous quand on vous dit de reprendre rendez-vous pour dans un an. Des fois on peut oublier, donc il faut essayer de se mettre des rappels, etc. pour pouvoir recontacter, notamment les spécialistes où on vous dit qu'il faut prendre rendez-vous dans un an, mais que pour le calendrier rouvre que dans 6 mois, donc il faut se mettre un rappel pour dans 6 mois pour pouvoir reprendre rendez-vous 6 mois plus tard. Se mettre des petites choses comme ça. Et puis on vous a dit du coup de pas ressaler son alimentation, pour éviter du coup cette rétention d'eau et de sel. Donc voilà, faire attention au sel également. On parlait des suivis médicaux réguliers, justement. On a une petite liste des. Oui, voilà. Je pense que vous la connaissez peut-être déjà certainement, mais le pilier c'est le médecin traitant. Et puis, pas tous les patients qui sont diabétiques sont suivis par un endocrinologue. Alors, c'est pas forcément non plus grave. Les médecins traitants sont aptes à suivre les patients qui ont du diabète. Après, ça va dépendre aussi de votre degré de la maladie. Et pour le médecin traitant, il va vous orienter vers l'endocrinologue quand vraiment la maladie avance et qu'il y a besoin de mettre des thérapeutiques importantes en place, donc c'est de l'insuline au départ, tout ça, c'est sûr que vous allez voir l'endocrinologue. Ensuite, ça dépend un petit peu de où vous habitez, des aires médicaux ou pas. Ce qu'il est recommandé aussi, on parler du cardiologue, c'est le sujet de soi. On recommande de voir un cardiologue une fois par an parce que lui, il va faire le bilan des complications de ce qu'on a abordé ce soir.
il va vous faire un électrocardiogramme, il va vous ausculter, il va certainement demander un bilan sanguin un peu plus complet. Et du coup, ça va pouvoir permettre de vous orienter vers les bons spécialistes et voir si vous avez des risques cardiovasculaires importants et demander des examens complémentaires en cardiologie par rapport à cette évaluation. On a parlé tout à l'heure des complications des petits vaisseaux, hein, donc du coup, il faut aller voir l'ophtalmologue régulièrement. Alors, on a mis le néphrologue. Le néphrologue, c'est si vous êtes atteint d'une maladie du rein. Ben ça, c'est un néphrologue qui vous prend en charge et c'est lui qui va mettre en place un suivi en fonction du degré de la maladie. Le podologue, ça, je crois que vous êtes bien sensibilisé et il le faut absolument parce que de là découlent les problèmes de neuropathie, d'infection. Donc, c'est quelque chose de très important, les soins de pédicure, et votre médecin traitant peut les prescrire et il faut absolument le faire. On a mis le médecin vasculaire parce que le médecin vasculaire, c'est le médecin en fait qui vous fait et interprète, peut-être vous avez déjà eu ce qu'on appelle l'écho-doppler, c'est pour aller vérifier les vaisseaux du cou, les vaisseaux des jambes, pour justement éviter la complication de l'artérite, des artères qui se bouchent des membres inférieurs ou du cou, des petites plaques qui se mettraient. Voilà, ça c'est pareil, c'est en fonction de votre risque de développer une maladie cardiovasculaire que le parcours va être mis en place. Et puis la biologie, ben voilà, votre médecin traitant va demander au moins l'hémoglobine glyquée tous les 3 mois et puis un bilan complet. Une fois par an, ça me paraît pas abusif. Et après, on voulait vous parler du coup des consultations avec les infirmières spécialisées. Ça, c'est un peu les nouveaux métiers du coup qui commencent à émerger en ce moment depuis quelques années, depuis 4-5 ans. Donc voilà, on est même de faire du dépistage, des complications notamment, faire un petit peu le point sur tout. Alors c'est un suivi qui est en alternance avec le médecin. C'est pas du tout à la place du médecin, c'est en plus. Il peut y avoir de l'accompagnement thérapeutique, donc c'est vrai que c'est important de refaire le point. On a la chance d'avoir des consultations souvent qui sont un peu plus longues que les médecins, et du coup ça nous permet de faire un petit peu le point sur d'autres choses, et ben voilà, de regarder un petit peu la diététique, où est-ce qu'on est, de faire le point sur l'activité physique, de faire le point sur même des évaluations gériatriques, des évaluations sociales pour voir comment ça se passe à la maison, pour mettre des choses en place. Voilà, ça peut être un temps un petit peu plus long et du coup on a la chance de pouvoir discuter un petit peu plus, donc ça c'est chouette. Voilà, on fait la prise en charge un peu globale, parce qu'en tant qu'infirmière, donc notamment en pratique avancée. Oui, vous avez les infirmières en pratique avancée qui peuvent travailler avec un médecin traitant en ville, avec un spécialiste en ville également, ou sur l'hôpital comme nous. Et voilà, ce sont des métiers qui se développent parce que, comme on l'a évoqué, les déserts médicaux, le médecin peut plus prendre de nouveaux patients. Et du coup, les patients qui sont déjà stabilisés et qui ont besoin d'un suivi, on peut l'assurer aussi. Et le dernier point qu'on voulait juste aborder, c'était pour vous dire, parce que peut-être que vous êtes déjà sensibilisés à ça, la télésurveillance, c'est un moyen de suivi à distance. Et pour suivre les fameux signes EPOF, quand on est déjà insuffisant cardiaque, je précise bien, quand on est déjà cette pathologie, on peut faire ce suivi avec ou sans objet connecté par des équipes spécialisées comme nous sur l'hôpital, et pour éviter en fait les passages aux urgences et les décompensations cardiaques, le plus possible gérer ça avec des ordonnances protocolisées. Voilà. Je pense qu'on a fait un peu le tour de la question. Vous nous direz par vos questions. Merci de votre attention pour notre Merci beaucoup. Voilà, ça, on attend vos questions. Merci à toutes les deux. Effectivement, vous avez vraiment bien couvert tout l'aspect insuffisance cardiaque. Donc, j'espère qu'on a pu répondre en tout cas à pas mal d'interrogations des personnes qui nous suivent. Je vais regarder quand même donc dans la partie questions. On a un petit peu de temps pour répondre à quelques questions. Alors, il y a Jean-Luc qui nous redit œdème des jambes et diabète, lien avec le cœur. Je pense qu'on en a parlé, c'était assez clair dans les signes. On va peut-être pas revenir dessus. Anne-Marie nous demande qu'est-ce qu'une carence martiale. Je sais pas comment on dit. Oui.
Oui, en fait, c'est quand on manque de fer dans l'organisme. Ça s'appelle une carence martiale. Et ça se détecte par une prise de sang. Et en fonction d'un taux, on sait s'il faut la corriger. À ce moment-là, on peut faire parce qu'on sait que le fer, les comprimés de fer oraux, selon la pathologie chronique qu'on a, va pas être suffisant. Donc, c'est pour ça que de là, le médecin peut prescrire une perfusion, et souvent c'est fait en milieu hospitalier, ou en tout cas, si c'est fait à domicile, ça doit être encadré par de l'hospitalisation à domicile. Voilà. Et en fait, il peut y avoir des carences martiales, donc des carences en fer qui sont liées à trop peu de fer, et d'autres qui sont liées au transport en fait du fer. Donc, il peut y en avoir de sortes également. C'est toujours corrigé par la perfusion éventuellement de fer injecté. Et c'est en fonction aussi de ce qu'on appelle dans les globules rouges, l'hémoglobine. En fait, le taux d'hémoglobine, en fonction de ce taux-là, soit on peut aller vers une orientation vers une carence en fer, ou sinon, là, s'il y a une hémoglobine qui est plus basse, du coup, faut chercher s'il y a des saignements extérieurs ou pas. Voilà, faire une transfusion. C'est vrai que c'est important, juste en faisant la biologie, de faire ça dans le bilan un peu complet. Très bien. Philippe nous dit, un déséquilibre du diabète peut-il entraîner une arythmie? C'est pas le diabète en lui-même qui va entraîner une arythmie. C'est dans votre cœur, il y a la partie qu'on appelle tuyauterie. Donc ça, c'est pour les vaisseaux. Et puis, vous avez la partie de conduction du rythme cardiaque, c'est ce qu'on appelle plutôt la partie électricité. Et du coup, c'est plutôt là, en fait, vous pouvez avoir des petites fibres qui sont abîmées et qui créent des arythmies avec, comme c'est noté, des extrasystoles. Et c'est pas le taux de sucre, l'excès de taux de sucre qui va provoquer ça. C'est vraiment une maladie en plus du diabète, c'est-à-dire qu'une arythmie, et puis elle peut être temporaire, une arythmie, ça c'est aussi très important. C'est pas quelque chose on a des solutions déjà pour traiter, des solutions médicamenteuses, mais des solutions aussi avec des examens plus invasifs, mais c'est surtout que ça peut être juste temporaire. Très bien. Alors, Philippe nous dit donc qu'il a bien compris qu'il fallait prendre son poids régulièrement pour prévenir une décompensation cardiaque, mais quel pourcentage de la masse doit constituer une alerte? Vers qui s'adresser alors? Le médecin traitant, cardiologue, l'endocrinologue? Alors, c'est vrai qu'on associe souvent ce signe à un autre signe. Il est rarement seul. Après, c'est vraiment, nous, notre alerte, c'est globalement, peu importe le poids de la personne. Donc, il n'y a pas vraiment de pourcentage de masse. Nous, c'est vraiment plus de 2 kilos en 2 jours ou plus de 3 kilos en 7 jours. Si cette prise de poids, elle est rapide comme ça et sans vraiment d'explication, c'est sûr que ça fait quand même une prise de poids qui est très rapide. C'est rare de prendre autant de poids en si peu de temps, sauf si vraiment on a mangé énormément, mais s'il n'y a pas réellement de raison, c'est que c'est de l'eau qui se stocke. Et à ce compte-là, vers qui s'orienter, je pense qu'en premier lieu, il faut quand même essayer de voir son médecin traitant. Oui. Sauf si, après, le cardiologue peut être appelé si c'est un suivi régulier, pas si c'est un suivi pour faire un bilan et finalement il n'y a rien. C'est vraiment s'il y a un suivi régulier avec le cardiologue parce qu'il y a déjà des maladies cardiaques derrière. Mais je pense que sinon, le premier interlocuteur, il faut que ce soit le médecin traitant. Très bien. Pierre nous dit, une phase de décompensation cardiaque peut-elle avoir une issue fatale? On est obligé de dire que oui. Malheureusement, c'est compliqué de répondre. Et on ne veut pas être non plus négatif et alerter les gens qui nous écoutent et on ne veut pas être alarmiste du tout. C'est pas du tout le but, mais une décompensation cardiaque, même initiale, même une première décompensation, si elle se manifeste par ce qu'on appelle l'œdème aigu du poumon, c'est-à-dire que le poumon il se remplit d'eau. Voilà, le poumon est rempli d'eau.
et qu'on arrive à un stade avancé, on ne sait pas ce qui peut se passer. Oui. Après voilà, si la personne elle est seule, elle n'a pas de moyen de téléphoner, voilà, faut vraiment qu'il y ait des conditions. C'est vrai que ça reste, la plupart des décompensations cardiaques restent avec des petits signes qui se majorent. Et c'est vrai que c'est souvent quand on a du mal à respirer, qu'on en appelle le SAMU, qu'on va aux urgences. Donc souvent ça se règle. Après, on n'est pas à l'abri En tout cas, c'est pas notre quotidien. Non. Voilà, c'est pas notre quotidien. Les patients qui arrivent à nous, même s'ils ont fait une première déposition, ils arrivent à nous. Oui. Voilà, on les voit, on s'en occupe. Voilà, tant mieux. Et ça s'améliore. Une question de Vincent. Justement, peut-on guérir d'une insuffisance cardiaque? Alors, comme on vous a dit, c'est comme le diabète, c'est une maladie qui est chronique. Il y a des phases où ça peut se stabiliser, où on peut aller un petit peu mieux, mais c'est vrai que ça reste une maladie chronique qui aura des phases, mais qui se réglera jamais, qui se soigne pas complètement. Après, voilà, il y a des traitements qui permettent notamment de diminuer les symptômes, d'améliorer l'état du patient, etc. Donc, c'est important de prendre les médicaments parce qu'on peut permettre de récupérer un peu et d'avoir une qualité de vie. Alors, excusez-moi, je cherchais le mot. Une qualité de vie améliorée, ce qui est quand même très très important. Ouais, c'est le principal. Mais voilà, bien vivre avec sa maladie chronique, quelle qu'elle soit, c'est le principal. Une question de Catherine. Une embolie pulmonaire suite à une thrombose profonde correspond-elle à une forme d'insuffisance cardiaque? Alors non, parce que l'embolie pulmonaire, c'est pas le même côté déjà. Ça va concerner plutôt la circulation veineuse dans la circulation générale, et du coup ça peut par contre se manifester par un essoufflement brutal et intense, mais ce n'est pas du tout, ça correspond pas à une forme d'insuffisance cardiaque. C'est deux choses différentes. C'est le circuit veineux qui va arriver par les veines et les artères pulmonaires, qui arrive aussi au cœur, mais c'est pas le muscle cardiaque, c'est pas les artères, c'est pas toutes les causes qu'on a expliquées. C'est une maladie à part. Alors, là, je suis pas sûre de. Vous allez me dire si vous pouvez répondre. Est-ce qu'un flux-ter, FLUTER, peut être la conséquence du diabète? Alors en fait, le flux-ter, c'est une arythmie, c'est un trouble du rythme cardiaque. Voilà. Et c'est comme tout à l'heure, c'est pas l'excès de sucre qui va donner le flux-ter, c'est en fait comme on l'a dit, on va dire l'accumulation de ces facteurs de risque qui font qu'on peut arriver à ça. Mais c'est pas le sucre en lui-même qui va vous faire une arythmie. Là, c'est un flux-ter, c'est donc une arythmie auriculaire sur les oreillettes en fait. En fait, dans le cœur, vous avez le flux-ter, c'est le circuit électrique, il doit fonctionner dans les 4 cavités. Et là, en fait, il circule que dans une seule cavité, et toujours dans un sens ou dans un autre. Voilà, c'est très très particulier, mais c'est pas le diabète en lui-même. Il faut, je pense, s'enlever ça de la tête pour pas s'en rajouter, parce que malheureusement c'est pas de chance. Voilà. Mais ça aussi, ça se règle, le flux-ter. On a des très bons cardiologues rythmologues spécialisés et qui font ce qu'on appelle des ablations, des gestes très techniques qui nécessitent une courte hospitalisation, pas d'anesthésie générale. Enfin, ça se règle, ça peut être réglé quand même assez facilement, mais il faut que ça soit fait par un spécialiste. Et en cardiologie, un spécialiste du rythme cardiaque. Très bien. Alors, je regarde un peu les questions. Luc nous dit: quel risque avec le fait que j'ai 5 stents? Très bonne question aussi. Le risque. Alors, j'imagine que
ce monsieur a eu un traitement pour éviter que les stènes se rebouchent, en fait. Et si son traitement est bien contrôlé, ses facteurs de risque, du coup là c'est très important, le cholestérol, qu'il soit bien le taux de cholestérol. Là, il y a vraiment un chiffre cible que son cardiologue a dû lui donner, et enfin en tout cas qu'il doit contrôler. Et ça va éviter que les artères se rebouchent. Et si les artères sont bien réparées, il ne va pas forcément faire d'insuffisance cardiaque. Ça ne va pas forcément évoluer vers une insuffisance cardiaque. Il y a peut-être, vous avez peut-être récupéré de votre fonction cardiaque parce que vos artères ont été re-irriguées à un moment donné et pas trop tard non plus. Mais ça reste effectivement vraiment un risque plus important que quelqu'un qui n'a pas eu des artères réparées, c'est sûr. Le risque est important. Une question de Nicole qui nous dit: mon cœur s'accélère au repos, est-ce que ça vient du diabète? On peut répondre à ça, c'est pas évident sans connaître la personne. Ouais, c'est encore pareil, c'est encore des petites tachycardies, des choses. Mais c'est pas forcément non plus lié au sucre dans le sang, c'est un peu pareil, quoi. Ça reste un peu des troubles du rythme, en fait. C'est un rythme régulier, mais qui est un peu plus rapide. Après, on n'a pas tous, c'est compliqué parce qu'on n'a pas tous la même fréquence cardiaque. Ce pouls là que vous pouvez vous prendre, et dont on parle souvent, qui peut être pris aussi sur les tensiomètres. On n'a pas forcément tous le même. Les grands sportifs, les très très grands sportifs descendent des fois à des fréquences cardiaques à 30-35. Il y en a d'autres à 30-35 qui sont plus là. Donc c'est très dépendant des patients. Il y en a qui sont à 70-75 au repos et ça pose pas de problème. Il y en a qui sont à 50, il y en a qui sont c'est très dépendant en fait c'est un peu des patients. Ouais. Puis ça peut fluctuer aussi avec l'âge. Selon l'âge de la personne, l'activité que l'on a. Le cardiaque qui varie beaucoup dans une vie, et c'est pareil, c'est aussi je parle de l'âge parce qu'en vieillissant, il y a toutes les cellules de l'organisme qui sont vieillissantes et les fibres aussi, et dans le circuit électrique du cœur, des fois c'est juste l'âge qui va être responsable d'une arythmie, un trouble du rythme, parce que toutes ces fibres-là sont un peu vieillissantes. Très bien, je vois l'heure qui tourne. On va s'arrêter là. Merci à toutes les deux pour toutes ces informations. J'espère qu'on a pu répondre à l'ensemble de vos questions. Vous allez recevoir le replay de la conférence. Donc vous pourrez revenir tant que vous voulez sur les informations qui vous ont été données. On vous enverra également un petit remis à télécharger sur lequel vous aurez toutes ces informations, et notamment EPON, j'ai bien retenu. Et puis on vous enverra également un questionnaire de satisfaction. C'est très important pour nous d'avoir vos retours et d'avoir également des idées de thématiques pour les prochaines conférences. Donc n'hésitez pas. En tout cas, moi je vous souhaite une bonne soirée. Merci Mathilde, merci Jocelyne. Et puis, pour vous tous, je vous donne rendez-vous pour une prochaine conférence. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à tous. Bonsoir. Bonne soirée à toutes.